bonjour, nous voici réunis pour la dernière intervention de cette journée. Merci d'être encore avec nous à cette heure un peu tardive. Comme vous l'avez vu sur le programme, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Zabi-Schmitz. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je vais vous présenter en 2 mots et puis on va se concentrer sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, bien sûr. On a un gros quart d'heure ensemble, donc c'est vrai qu'on ne pourra pas tout balayer. En regardant un petit peu votre carrière, j'ai compris que vous étiez un peu touche-à-tout sur des sujets souvent avec comme trait d'union la donnée et le numérique, des grandes entreprises comme IBM ou Price que vous avez fréquentées, à une société de transformation que vous avez montée, en tant que membre également du comité stratégique de Digital Pharma Lab, qui fait partie de nos partenaires, et puis en tant que coprésidente du comité santé au Syntec numérique. Tout à fait. Et depuis 1 an à peu près, vous êtes directrice de projet, avec un focus Europe international, c'est ce qui nous réunit, au ministère des Solidarités et de la Santé, au sein de la DNS. Tout à fait. Que tout le monde connaît comme la délégation au numérique en santé. En discutant ensemble, finalement, si j'ai pas trop mal compris ce que vous me disiez, le Covid, pas forcément du mauvais, et du bon, mais il y a aussi des bonnes choses. Oui, alors je suis plutôt, comme tous mes collègues d'ailleurs à la DNS, quelqu'un de positif. Et donc, si on regarde un petit peu avec une vue d'hélicoptère ce qui s'est passé après la crise Covid, parce qu'on se positionne déjà quand même un petit peu dans l'après-crise, même si on est encore dedans, on a quand même des belles leçons à en tirer, en tout cas pour le digital en santé. Donc voilà, si on veut regarder le côté positif des choses, on a quand même une attention, notamment politique, qui est incroyable, puisque on a des instances même internationales qui s'emparent du sujet du numérique en santé, ce qui est quand même assez inédit. Voilà. Donc c'est bon signe. Alors, c'est bon signe, c'est probablement parce qu'il y a encore aussi beaucoup de travail dans le domaine, et je crois que toutes les interventions précédentes ont montré que si les choses avançaient vite et bien, il y a encore du travail. Donc le fait que ce sujet soit quand même à l'agenda de plusieurs instances internationales, ça veut dire aussi qu'il y a des enjeux qui doivent encore être couverts, et donc voilà, on s'y attelle avec beaucoup d'enthousiasme. Et la France et l'Europe n'ont pas été à la traîne, loin de là. Pour un pays de Gaulois réfractaires comme nous, et comme une Europe souvent lente à la détente sur certains sujets, là on s'est rendu compte que là, je pense même le sujet était pris à bras-le-corps. Ah oui, complètement. Et en fait, je pense qu'il faut se rappeler que la santé est une matière nationale. Donc même si l'Europe travaille depuis très longtemps sur les sujets santé et sur le numérique en santé en particulier, puisque de nombreux travaux ont été menés depuis pas mal d'années, on va dire depuis les années 2000, mais en particulier depuis 2008, néanmoins, on avait quand même quelque chose de relativement encore... je ne vais pas dire diffus, mais en tout cas, on n'a pas de structure réelle au niveau européen, en fait. Donc on a un groupe informel avec mes homologues, mais il n'y a pas en réalité plus d'instances que cela. Et néanmoins, et c'est ça que je pense même qu'on peut en être extrêmement fiers collectivement, l'Europe a réussi à se mobiliser là où d'autres géographies n'ont pas réussi cet exploit, j'allais dire, au milieu de la crise, où chacun allait à tâtons. L'Europe a pris le taureau par les cornes, a mis en place d'abord une fédération d'application de traçage, et puis dans la foulée un pass sanitaire qui aujourd'hui est déjà peu ou prou interopérable dans 40 pays. Donc il y a à peu près autant de pays qui sont en train de préparer leur interopérabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, en quelques semaines, donc on ne parle ni de mois ni d'années, a fait quelque chose d'assez incroyable et d'inédit, c'est-à-dire édicter des normes techniques qui sont en plus en open source, réaliser le règlement européen qui va bien pour encadrer ça, parce qu'il faut toujours un instrument réglementaire pour l'encadrer, et le mettre en œuvre. Et tout ça pour que les Européens aient la capacité de revivre à peu près normalement à l'été. Et donc ça, quand même, ni les États-Unis, ni d'autres géographies n'ont réussi à le faire, alors que on va dire, si on se reporte un petit peu avant la crise Covid, personne n'y aurait cru, on va dire. Et donc ça, c'est quand même une grande fierté. En plus, ce sont des sujets qui ont été pris dans un angle avec des valeurs européennes, c'est-à-dire des valeurs de respect de l'éthique, notamment du numérique en santé. Vous savez combien c'est un sujet qui est cher à la DNS. Donc on est vraiment extrêmement fiers d'avoir non seulement enclenché les choses au niveau européen, mais de les avoir réalisées. Alors justement, on va revenir sur tous ces chantiers en cours.
Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui ne sauraient pas le périmètre qui est le vôtre aujourd'hui et les missions et l'ambition de la DNS? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très familier avec ça. Alors pour la délégation numérique en santé, vous savez que c'est elle qui gère, on va dire, qui met en œuvre avec tout l'écosystème la feuille de route du numérique en santé en France. Et mon rôle dans l'équipe, c'est de faire le lien avec l'Europe et l'international. Alors on distingue un peu l'Europe et l'international parce qu'évidemment notre niveau international naturel, c'est bien le niveau européen. Mais il y a également donc d'autres instances au niveau international. J'évoquais tout à l'heure le fait que certaines s'étaient emparées du sujet. Donc par exemple, on peut mentionner le G7 et le G20 qui ont inscrit le numérique en santé à leur agenda de manière extrêmement claire, puisqu'il y a des engagements qui ont déjà été pris par les chefs d'État et les ministres de la Santé au mois de juin sur les sujets du numérique en santé. Donc on est sur quelque chose de très très concret. Donc mon rôle, c'est effectivement de faire ce lien avec l'Europe et l'international, et c'est un lien qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est à la fois essayer d'informer et tout l'écosystème sur ce qui se passe aujourd'hui sur les enjeux à l'international, et de la même manière porter la voix de la France en fait dans ces instances et porter en fait les convictions et la position de la France sur le numérique en santé. En cela, j'imagine que la présidence au 1er janvier de l'Union européenne par la France servira les missions et les intérêts qui sont les vôtres. Alors, j'allais dire, c'est-à-dire, comme ça, mais... je le formulerai pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait, vous savez que cette présidence tournante, donc qui change tous les 6 mois, c'est quelque chose qui est quand même assez bien orchestré et où il est, et on a surtout une responsabilité, en fait, la responsabilité qui va être la nôtre pendant ces 6 mois, on va dire magiques, en tout cas, je les vois, c'est comme ça va être de faire avancer au niveau collectif, les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc on a un gros sujet qu'on pense voir arriver sous notre présidence. C'est quelque chose d'assez établi, c'est l'espace européen de données de santé, par exemple. Donc notre responsabilité là-dedans, ça va être avant tout de faire avancer le dossier au niveau européen. On est à 27, donc vous imaginez bien que pour des sujets d'une complexité importante, il faut s'organiser et il faut pouvoir être assez efficace et pragmatique dans l'avancée de ce dossier. Donc on se passe le bâton d'un pays à l'autre, littéralement. Donc c'est aujourd'hui la présidence slovène qui est en cours. Donc au 1er janvier, nous allons prendre le relais, et puis on fonctionne, donc, comme vous le savez, en trio, c'est-à-dire que le trio dont on aura la responsabilité, c'est les 2 pays qui vont nous suivre, qui sont la République tchèque et la Suède. Donc, mais c'est aussi l'occasion de faire venir à nous l'Europe, et ça c'est vraiment quelque chose d'aussi rafraîchissant, je pense, c'est de pouvoir surtout après la crise, j'espère que ce sera en présentiel pour une partie, et ce sera l'occasion de vraiment de retrouver les collègues dans d'autres pays. Les feuilles de route de la e-santé s'accélèrent dans tous les pays. Donc en fait, on garde, je m'en rends compte, une forme de cliché en fait sur certains pays, là où ils en sont, ou là où on croit qu'ils en sont, et en réalité les choses avancent un petit peu différemment. Ça s'est accéléré. Vous avez vu ce qu'on a fait en France depuis 2 ans, donc il y a une accélération incroyable. Donc d'autres pays font la même chose, donc c'est assez intéressant aussi de regarder où on en est. Quels sont les pays qui, selon vous, aujourd'hui, sont quand même très en avance Alors, ça fait un peu difficile. Sans schématiser. Non, je voudrais pas faire un podium parce que je pense que ce serait un petit peu compliqué et réducteur, parce qu'en fait, ça dépend des sujets. Vous savez, il y a des sujets, par exemple, la télémédecine, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres, et puis il y en a sur le partage des données qui sont plus en avance que d'autres. Donc, ça va être un petit peu compliqué comme ça de faire un podium. Mais je dirais que ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est quand même l'accélération générale des feuilles de route de la santé. Donc on est tous confrontés en plus à des problématiques similaires. Donc c'est extrêmement rafraîchissant de partager en fait les leçons qui ont été acquises par chacun des pays sur les différents dossiers, parce c'est comme pour tout dans la vie, on gagne du temps des erreurs des autres et des écueils auxquels ils ont été confrontés. Et ça c'est quand même super intéressant. Donc il y a un consensus sur le constat.
et sur les actions à mettre en œuvre, sur la feuille de route. Oui, et d'ailleurs, c'est un consensus, encore une fois, qui a aussi, qui n'est pas un consensus uniquement d'experts, c'est un consensus politique, puisque la puissance politique s'est rendue compte de l'importance du numérique en santé pour faire face à la crise, et ça a permis d'ouvrir aussi les chakras sur un certain nombre de sujets, sur l'amélioration du parcours de soins, sur l'importance de la souveraineté industrielle dans le médicament, enfin, toutes des thématiques que vous avez pu évoquer d'ailleurs dans les échanges précédents. Et donc, en fait, ce n'est plus aujourd'hui uniquement un débat d'experts, mais c'est aussi un débat sociétal. Et le citoyen européen, il est complètement partie prenante de ce débat-là. Donc ça, c'est très important aussi de voir qu'on a changé un petit peu de paradigme dans la façon d'aborder les choses, et ça va nous aider effectivement à déployer les choses. Et de manière très concrète, le discours de l'État de l'Union de Ursula von der Leyen en septembre dernier portait sur l'Europe de la santé, c'était normal compte tenu du contexte. Hier, elle a fait son discours sur le numérique en Europe. Donc on voit très bien que nous, on a la conjonction des deux. On est vraiment dans ce qui est attendu quand même pour les prochaines années. Et donc, bien sûr, il y a des thématiques partagées. Chaque pays a également ses spécificités, chaque région a ses spécificités, pardon. Et donc, il est très important de trouver la bonne articulation, la bonne priorisation des sujets pour les dérouler de manière à ce que ça rende des résultats concrets rapidement, parce que les citoyens, les professionnels de santé, eh bien, ils attendent des résultats concrets. Et nous, ça, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif au niveau de la DNS, c'est notre objectif. Donc, les thématiques sont partagées. Où en est le plan d'action européen à ce sujet aujourd'hui? Est-ce qu'on peut commencer à dresser un petit peu Alors, il y a eu... C'est pas un bilan, mais une étape. C'est un point d'étape et les choses vont beaucoup évoluer. En tout cas, on s'y attend au cours des prochains mois, avec ce qu'on vient de dire. Alors, d'abord, il y a énormément de travaux qui ont été menés historiquement, qui n'étaient pas forcément toujours très visibles parce qu'il n'y avait pas cette attention qui est nouvelle post-Covid, mais qui avaient préparé le terrain. Et c'est pour ça que l'Europe a pu aussi être efficace. C'est compte tenu du fait qu'il y avait quand même une base solide des travaux qui avaient été menés. Alors, il y a une première réalisation qui a pris beaucoup de visibilité, d'ampleur, et ça a été souligné par la présidente von der Leyen, justement, c'est le déploiement d'une infrastructure européenne qui permette d'assurer le continuum de soins pour le citoyen européen en Europe. Oui. Aujourd'hui, on a une directive qui a invité les pays à le faire, qui date de 2011. La réalité, c'est que c'est compliqué parce qu'on a des systèmes de santé qui sont assez disparates. Et donc aujourd'hui, on a une infrastructure qui s'appelle Ma Santé at UE ou My Health at EU, donc qui permet en fait d'injecter les données du parcours de soins dans un réseau sécurisé. Et en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Vous tombez malade ou vous avez un accident dans un autre pays européen, le professionnel de santé a accès avec votre consentement à vos antécédents médicaux, par exemple, mais dans sa langue. Et ça change tout. Quand on dit ça change vraiment tout. Ça fait d'envie les concepteurs du DMP, ça. Voilà. En fait, il faut un DMP pour alimenter cela. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis on a des bonnes bases. Et puis maintenant, il faut qu'on déploie au niveau européen ce type de service agile pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux pour le professionnel de santé qui prend en charge un citoyen d'un autre pays qui est un peu démuni parce qu'il a peur de commettre, de proposer un acte médical qui n'est pas forcément approprié. Et c'est un enjeu pour le citoyen européen qui peut être rassuré sur sa prise en charge au sein de l'Union européenne. Voilà. Et on peut être relativement optimiste sur l'avancée de ce chantier. Alors oui, on peut être optimiste. Pourquoi? Parce que d'abord en France, on a eu la bonne nouvelle d'avoir passé tous les 16 de l'audit au mois de juillet. Vous avez peut-être vu le communiqué de presse qui est arrivé fin juillet sur le sujet. Donc on fait partie des 8 premiers pays qui ont rejoint quand même ce système de continuité de soins. Donc ça c'est quand même une grande fierté. C'est l'ANS qui est le porte-drapeau en fait, qui est le point de contact national pour cette infrastructure en France. Et donc c'est concret puisque ça fonctionne déjà. Donc maintenant il faut qu'on le fasse savoir, mais en tout cas c'est déjà ça. Et puis il faut qu'on déploie le reste. C'est-à-dire que nous n'avons pas par exemple en cours de e-prescription, mais le Ségur de la santé qui, comme vous le savez, a terminé sa vague 1 au mois de juillet dernier
va permettre en fait de passer notamment à une e-prescription, et donc on va pouvoir dans les prochaines étapes aussi faire au fur et à mesure converger en fait nos standards nationaux vers des standards européens. C'est du moins notre ambition, et donc alimenter et ouvrir ces services pour le citoyen français dans le contexte européen. On parle aussi dans ces cas d'usage primaire, je traduis en français, d'usage secondaire de la donnée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer là-dessus ce que vous entendez? Donc, on vient de parler d'interopérabilité, de e-prescription, donc là on est dans l'usage primaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de didactique là-dessus? En fait, très simplement, je dirais que quand vous et moi, dans notre parcours de soins, on produit des données de santé qui nous sont personnelles, donc tant qu'elles sont dans le cadre de notre parcours de soins, c'est notre besoin premier, c'est ce qui a été traduit donc par le primary use of data. Donc ça, c'est, j'allais dire, la base, c'est-à-dire un système de santé a besoin de ces données. Après, le second sujet, c'est une fois que ces données existent, eh bien, il y a des enjeux aussi qui sont des enjeux d'ordre de santé publique, de comprendre, par exemple, une épidémie, de comprendre la répartition de certaines maladies longue durée, par exemple, en termes de régions. Vous savez qu'il y a des régions où on repère des enjeux, et puis ça donne lieu à des études populationnelles. Voilà, donc on a des enjeux de santé publique, et puis il y a des enjeux industriels derrière. C'est-à-dire que pour des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, il y a des enjeux aussi de développer les bons médicaments pour le bon public. Donc tout ça, ça demande en fait d'avoir des données de santé de qualité pour pouvoir être utilisées. Et donc c'est pour ça qu'on parle de secondary use of data. Et tout ça doit être évidemment très encadré, doit respecter des règles d'éthique et de sécurité. Donc, un gros travail réglementaire. Donc il y a un énorme travail, effectivement. Il y a aussi des valeurs qui doivent être défendues. Et je vous disais, vraiment avec l'expérience de ces derniers mois sur les groupes de travail européens, on a bien vu qu'il y avait un partage de valeurs européennes dont on est tous très conscients. Alors évidemment avec des degrés divers selon les pays, mais il y a un réel socle de valeurs communes, et ça c'est très important. Et donc évidemment c'est comme tous les sujets d'innovation dans le monde, il y a aussi une forme de compétition. Donc l'Europe doit être aguerrie pour y faire face. Et cette réflexion sur l'espace européen de données de santé, elle a eu lieu bien avant la crise Covid. Si vous vous rappelez, ça date quand même déjà d'il y a un petit moment. Mais elle a pris toute sa pertinence, je dirais, au moment de la crise. On a vu qu'il y avait des enjeux de souveraineté industrielle. On a vu qu'il y avait des enjeux de compréhension de ce qui se passait au niveau de la santé publique. Vous vous rappelez les premiers journaux télévisés de la crise avec les remontées d'informations où il y a eu parfois dans certains pays, et dans tous les pays d'ailleurs quelques couacs, mais en fait parce qu'il y a véritablement un besoin de comprendre ça. Donc pour avoir cette compréhension, il faut avoir les données. Voilà. Donc ça c'est un fait, et donc d'où l'importance aussi que les Européens réfléchissent de manière coordonnée pour donner un cadre qui soit, j'allais dire, propre finalement pour l'utilisation de ces données à différentes destinations, mais néanmoins qui sont déjà assez bien identifiées aujourd'hui. Vous parlez de compétition, c'est un juste terme. Dans quelle mesure la souveraineté numérique dont on parle tant au niveau européen va devenir un facteur de compétitivité, et où en est-on là-dessus? Alors ça, c'est on est loin ou... c'est un sujet qui, comme vous le savez, est extrêmement sensible. Ouais. Il est de notoriété publique que les Européens n'ont pas été les premiers sur la balle sur le numérique globalement. Enfin, historiquement oui, mais les géants n'ont pas toujours été européens, et chacun le sait. Alors c'est là qu'il y a aussi le sujet des valeurs qui rentre en compte, parce qu'il faut impérativement que, quel que soit l'acteur, il respecte un cadre de valeurs européen. Et donc, et c'est là qu'il y a quand même un terrain de, j'allais dire, presque de négociation et aussi de réglementation pour pouvoir, pour faire en sorte que la confiance qui est absolument indispensable, que l'on se doit de donner aux citoyens européens, puisse être présente. Sujet, et donc voilà, donc il faut avoir des réponses très concrètes, et il faut avoir des entreprises de services qui puissent y répondre. Qu'elles soient ou non européennes, il y a un cadre à respecter. Donc en termes de souveraineté numérique et plus largement de souveraineté industrielle, la crise a été quand même aussi un révélateur à ce niveau-là, et peut-être qu'il y a une prise de conscience plus importante de la part de l'écosystème sur l'importance de ces sujets-là.
Alors, le temps passe vite, donc on ne peut pas aborder tous les sujets malheureusement. Il y a quand même un exemple qui vous tient à cœur et qui est vraiment emblématique et qui parle à tout le monde ou presque. C'est quand même l'exemple du pass sanitaire. On va en parler rapidement. Vous disiez en à peu près une douzaine de semaines, c'est ça à peu près. Ça. On a vu naître une forme de standard européen. Alors c'est même plus un standard européen. C'est international. On a créé un standard européen, mais c'est aujourd'hui un standard international, clairement. Hein. Donc c'est un standard qu'on aurait pu attendre de l'OMS, qui pourrait peut-être encore en proposer un, mais aujourd'hui il n'existe pas. Mais de facto, à partir du moment où vous avez, donc on va s'approcher quand même assez rapidement. Là, je vous dis, on a déjà dépassé la quarantaine de pays, donc et on a sans doute une quarantaine de pays qui sont aussi en train de se raccrocher au wagon. Donc on a créé un standard international, on peut le dire, et on peut en être fier. Voilà. Donc on peut être très optimiste comme Dominique Pont. Alors en fait, oui, Dominique, oui. Dominique hier a dit oui, effectivement, que dans 2 ans, la France serait leader de la santé. Vous faites, je pense, allusion à ça. Alors c'est vrai que on a une telle accélération en France et on est très regardé aussi sur la manière dont on accélère en fait notre feuille de route et de la manière dont on priorise nos sujets, la méthodologie que nous utilisons. On a des réunions quand même bilatérales avec nos collègues qui nous demandent comment on fait finalement, et nous leur posons la même question d'ailleurs. Donc effectivement, on a des réalisations aujourd'hui qui sont assez incroyables. Le Ségur de la santé, c'est quand même assez spectaculaire en termes de résultats pour la vague 1, et la vague 2 va arriver derrière. Donc on peut légitimement penser que un certain nombre de choses vont terriblement changer dans les 2 prochaines années. L'ouverture de mon espace santé au 1er janvier 2022 va remettre ce leitmotiv qu'on a eu pendant des années de mettre le patient au cours de son parcours de soins. Eh ben là, ça va être une réalité. Donc, il y a beaucoup de paradigmes qui changent aussi avec la manière dont la feuille de route se déploie. Et donc, on peut penser effectivement qu'on sera dans les premiers, dans la tête de peloton en Europe, et on l'espère, on fera tout pour, mais ça ne se fera pas non plus sans travailler de manière coordonnée avec nos collègues en Europe et plus largement, puisqu'il y a aussi des enjeux, comme je vous le rappelais, sur l'espace européen de données de santé, notamment, donc des enjeux qui dépassent vraiment les frontières de l'Hexagone et qui vont par ailleurs aider probablement aussi nos start-up, nos industriels, parce qu'à partir du moment où on leur donne une ouverture sur l'international, eh bien, ça les aide aussi pour en faire des champions. S'il y a une ouverture et qu'il y a un cadre derrière, je pense que les éléments sont... Exactement, exactement. On finit sur une note positive, du coup. Voilà. Ah, toujours positif. Voilà. Oui, d'autant plus qu'on s'aperçoit que les chantiers sont colossaux. Colossaux. Et que même en Europe, où les disparités sont fortes... oui, mais on a la volonté d'y aller. Donc voilà. Le consensus peut se faire. Exactement. Merci beaucoup, Isabelle. Je suis désolé, merci à vous. Un petit peu à la bourre. C'était un plaisir de vous recevoir. Eh bien, merci pour votre invitation et bravo pour cette belle journée, surtout. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir tous aujourd'hui, même à distance. On vous remercie tous. On remercie bien sûr également nos partenaires Bayer, Janssen, Atawao, Apodis, Malte, Campmetri, Ipsos, Quinten, Euris, Phase 4, Avocat et Médocteurs. On vous remercie, vous. Je crois que vous étiez un peu plus de 400 participants aujourd'hui à nous suivre pour la 3e année consécutive. Donc, a priori, c'est que le sujet vous intéresse. On espère que les tables rondes furent également passionnantes. Compte rendu dans Pharmaceutique du numéro d'octobre. Replay disponible bientôt sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur la chaîne YouTube de Pharmaceutique également. Il me reste à vous remercier, à remercier Tech2Med qui est co-organisateur de cet événement, comme je le rappelle. Et puis, soyez rassurés, on a plein d'idées pour, d'ici le prochain Pharmaceutique l'an prochain, pour continuer à suivre ces sujets. Rendez-vous très bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Désolé,